À l'hiver 1887, des ouvriers du chemin de fer, dans le désert isolé du Nevada, mirent au jour 97 squelettes féminins sous les ruines du saloon Golden Rose. Chaque victime présentait des signes de violence identiques. Le rapport territorial officiel fut immédiatement scellé après que 3 officiers chargés de l'enquête eurent demandé leur mutation, incapables de supporter ce dont ils avaient été témoins. Pendant plus d'un siècle, cette fosse commune resta inexpliquée, jusqu'à ce que des documents récemment découverts révèlent la vérité sur 4 sœurs qui dirigèrent l'entreprise de meurtre la plus systématique de l'histoire de la frontière américaine. Avant de poursuivre l'histoire des sœurs Everhart, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires de quel état vous nous écoutez, car ce récit prouve que les monstres les plus terrifiants n'étaient pas des créatures surnaturelles, mais des gens ordinaires capables d'un mal extraordinaire. Ce qui rend cette affaire encore plus glaçante, c'est la manière dont les 4 sœurs Everhart parvinrent à opérer pendant près de 10 ans sans éveiller les soupçons, exploitant l'absence de loi propre à la société frontalière et la corruption systémique des autorités locales pour dissimuler leurs crimes au grand jour, tout en amassant une fortune qui vaudrait aujourd'hui plusieurs millions. Silver Creek, dans le Nevada, émergea de nulle part en 1868 lorsque le prospecteur Jacob Steinberg découvrit un riche filon d'argent dans les collines Barron, à environ 65 km au sud-est de Carson City. La découverte eut lieu lors de l'une des rares tempêtes hivernales de la région, lorsque Steinberg chercha refuge dans une grotte peu profonde et remarqua des dépôts scintillants dans les parois rocheuses. En quelques mois, après le dépôt de sa concession, ce qui n'était au départ qu'un groupe de tentes de toile et de cabanes rudimentaires se transforma en une ville minière animée de près de 4000 âmes, principalement des hommes en quête de fortune, dans l'impitoyable désert du Nevada, où les températures estivales dépassaient régulièrement les 38 degrés Celsius et où les nuits d'hiver pouvaient tomber bien en dessous de zéro. En 1870, Silver Creek était devenue l'une des communautés minières les plus prospères du Nevada. La mine Silver Dollar produisait chaque mois des milliers d'onces de métal précieux et soutenait un réseau complexe de commerce, de services et d'établissements de divertissement. L'isolement de la ville jouait en sa faveur durant le boom de l'argent. Les forces de l'ordre les plus proches se trouvaient à une journée entière de trajet difficile à travers des cols montagneux dangereux, et les autorités territoriales s'aventuraient rarement dans ce paysage hostile, sauf en cas d'absolue nécessité. Cet éloignement créa un environnement idéal pour ceux qui cherchaient à opérer en dehors des limites du droit et de la morale conventionnelle. La mine Silver Dollar, qui constituait le fondement économique de la ville, fonctionnait jour et nuit, avec 3 équipes de travailleurs descendant dans des galeries qui atteignaient finalement plus de 180 mètres de profondeur. Le bruit constant des équipements miniers, l'odeur âcre de la poudre explosive et la poussière suffocante qui stagnait en permanence dans l'air créaient une atmosphère où des sons ou des odeurs inhabituelles provenant d'autres sources pouvaient facilement être masqués ou ignorés. À son apogée, la mine employait plus de 800 ouvriers, générant une demande constante de logement, de nourriture, de divertissement et d'autres services qui faisaient de Silver Creek l'une des communautés les plus dynamiques économiquement du territoire. La communauté qui se développa autour de la mine de Steinberg reflétait la rudesse de la vie frontalière, mais avec un degré d'organisation et de sophistication inhabituel qui se révélerait plus tard déterminant pour notre histoire. Main Street s'étendait sur près de 1,2 km, bordé de bâtiments en bois allant de saloons construits à la hâte à des structures plus solides, abritant les commerces essentiels de la ville. Le magasin général de Silver Creek, tenu par l'immigrant allemand Heinrich Müller, servait de centre officieux de la ville, où les nouvelles, les ragots et les rumeurs circulaient avec la même intensité. L'établissement de Müller faisait également office de poste, de banque informelle et de centre de messagerie, des rôles qui se révéleraient cruciaux pour retracer les mystérieuses disparitions qui affligèrent la communauté. La démographie de la ville créait une structure sociale unique que les sœurs Everhart exploiteraient plus tard, avec une efficacité mortelle. Les hommes y étaient presque 30 fois plus nombreux que les femmes, ce qui engendrait une concurrence intense pour la compagnie féminine et rendait les activités commerciales tenues par des femmes extrêmement lucratives. Les rares femmes respectables de la ville, principalement les épouses de contremaîtres de mine, l'institutrice Miss Catherine Peyton, 2 couturières, quelques femmes de commerçants et, à l'occasion, une parente venue de l'Est,
étaient traités avec une courtoisie et une protection exagérées. Cette attitude révérencieuse envers les femmes respectables offrit plus tard une couverture idéale aux opérations des sœurs, car les membres de la communauté hésitaient à remettre en question les activités de femmes qui semblaient défendre les normes morales, dans une ville où celles-ci étaient souvent ignorées. C'est dans cet environnement rude, mais prospère, que les 4 sœurs Everhart arrivèrent au printemps 1870, à bord du chariot d'approvisionnement hebdomadaire, en provenance de Carson City, durant la première semaine de mai, lorsque les fleurs sauvages du désert transformaient brièvement le paysage en un tapis de fleurs jaunes et violettes. Les sœurs, Greta, 32 ans, Wilhelmina, 30 ans, Margot, 28 ans, et Adelaide, 25 ans, ne transportaient que quelques malles de cuir usées et une sacoche contenant ce qu'elles prétendaient être des lettres de recommandation de commerçants de Carson City, qui leur avaient conseillé Silver Creek comme lieu prometteur pour établir une pension et un établissement d'accueil destiné aux femmes travailleuses. Greta, l'aînée et chef incontesté du groupe, possédait une chevelure auburn frappante qu'elle portait relevée selon le style élaboré à la mode chez les femmes instruites de l'Est, ainsi que des yeux verts perçants qui semblaient évaluer chaque personne qu'elle rencontrait avec une intensité troublante. Mesurant près d'1,73 m, une taille inhabituelle pour une femme de l'époque, elle attirait l'attention dès qu'elle entrait dans une pièce. Ceux qui la rencontraient la décrivaient comme une femme d'une intelligence exceptionnelle, parlant avec l'accent raffiné de quelqu'un ayant reçu une éducation à l'Est, peut-être à Philadelphie ou à Boston, bien qu'elle restât volontairement vague sur ses origines. Ses mains, qu'elle gardait soigneusement gantées même sous la chaleur du désert, ne présentaient ni callosité ni signe de travail manuel, suggérant une éducation privilégiée qui rendait leur présence dans une rude ville minière d'autant plus mystérieuse. Wilhelmina, la deuxième sœur, agissait comme administratrice financière et teneuse de registre du groupe. Elle possédait des cheveux blonds pâles et des yeux bleus perçants, qui ne laissait échapper aucun détail d'une transaction ou d'une conversation, tout en paraissant au premier abord plus réservée que sa sœur aînée dominante. Les observateurs attentifs remarquaient que le calme de Wilhelmina dissimulait une intelligence calculatrice qui la rendait tout aussi redoutable dans les affaires. Elle se comportait avec la précision de quelqu'un habitué à gérer des arrangements financiers complexes et à tenir des registres détaillés. Margot, la troisième sœur, s'occupait de la correspondance et des relations publiques du groupe. Elle avait des cheveux brun foncé et des yeux noisettes chaleureux qui inspiraient accessibilité et confiance, des qualités essentielles pour attirer des victimes sans méfiance dans leur établissement. Son attitude était engageante et compatissante, ce qui la rendait particulièrement efficace pour gagner la confiance de jeunes femmes en quête d'emploi ou d'aide. Elle parlait avec un souci apparemment sincère des difficultés rencontrées par les femmes tentant de se faire une place sur la frontière, une façade qui masquait sa véritable nature prédatrice. Adelaide, la plus jeune, était la plus conventionnellement belle des 4, avec des cheveux blonds dorés et des yeux bleus bleuets qui la rendaient immédiatement populaire auprès de la population masculine de la ville. Sa beauté et son apparente innocence la rendaient précieuse pour maintenir la façade respectable de l'établissement et pour gérer les aspects les plus délicats de leur entreprise criminelle. Malgré son apparence juvénile, elle possédait une détermination d'acier qui devenait évidente pour quiconque s'opposait à ses volontés ou menaçait les opérations des sœurs. Les sœurs louèrent un grand bâtiment de 3 étages à l'extrémité de Main Street, qui avait auparavant abrité l'entreprise commerciale ratée d'Herman Goldstein. Construite en pin robuste avec une fondation en pierre s'enfonçant plus profondément sous terre que la plupart des structures de la ville, le bâtiment offrait plus de 460 mm d'espace répartis sur 3 niveaux, ainsi qu'un vaste sous-sol que Goldstein avait fait creuser pour le stockage lors de la construction initiale. Les sœurs payèrent une année entière de loyer à l'avance, une pratique inhabituelle qui impressionna leur propriétaire, le banquier commerçant Samuel Rothschild, lequel nota dans son journal professionnel que peu de locataires disposaient de telles ressources financières ou d'une telle confiance dans leurs perspectives commerciales. En l'espace de 2 mois, elles transformèrent les lieux en ce qu'elles appelèrent le Golden Rose, officiellement une pension et un restaurant destiné à la petite mais croissante population féminine de la ville. Cette transformation nécessita des dépenses et des efforts considérables. Achat de mobilier,
de linge, d'équipements de cuisine et d'objets décoratifs, créant une atmosphère de raffinement rarement vue à Silver Creek. Les sœurs importèrent des rideaux de dentelle de San Francisco, achetèrent 2 pianos provenant d'hôtels en faillite à Virginia City et Carson City, acquirent une importante collection de livres qu'elles disposèrent dans une bibliothèque impressionnante pour le divertissement de leurs clientes, et installèrent eux-mêmes l'éclairage au gaz dans tout le bâtiment, un luxe que peu d'établissements de Silver Creek pouvaient se permettre. Le rez-de-chaussée servait de restaurant et d'espace social pour des clientes respectables, notamment les épouses de contremaîtres prospères comme Martha Kowalski et Sarah O'Brien, l'institutrice de la ville Miss Catherine Pitton, 2 couturières au service de la modeste population féminine, plusieurs femmes de commerçants et, à l'occasion, une parente venue de l'Est. L'établissement acquit rapidement une réputation de propreté, d'excellente cuisine, de prix raisonnables et de conversation raffinée, un contraste saisissant avec les hébergements rudes disponibles ailleurs à Silver Creek, où les voyageurs dormaient généralement dans des chambres communes au-dessus des saloons, ou dans des pensions sommaires offrant peu plus qu'un lit et un abri rudimentaire. Cependant, les habitants attentifs remarquèrent bientôt que le Golden Rose remplissait plusieurs fonctions qui deviendraient centrales pour comprendre les crimes ultérieurs des sœurs. Le 2e étage du bâtiment, accessible par une entrée séparée sur une rue latérale à l'écart de l'artère principale, fonctionnait comme la maison close la plus huppée de Silver Creek. Contrairement aux établissements grossiers qui jalonnaient Main Street avec leurs enseignes peintes et leurs décorations tapageuses, l'activité du 2e étage du Golden Rose conservait une atmosphère de discrétion et de luxe qui attirait la clientèle la plus riche et la plus sophistiquée de la ville. L'établissement de l'étage supérieur comprenait 10 chambres élégamment aménagées, chacune meublée avec du mobilier de qualité importé de San Francisco, des tapis épais, des papiers peints en soie, des lampes en cristal, ainsi que des commodités telles que des lavabos privés, des miroirs et même de petites bibliothèques, des luxes qui semblaient impossibles à obtenir dans un lieu aussi isolé. Les sœurs étaient parvenues à se procurer des œuvres d'art classiques, des instruments de musique de grande qualité, ainsi qu'une collection de vins et de spiritueux raffinés, créant une atmosphère plus digne d'un établissement de grand standing à San Francisco ou Denver que d'une ville minière perdue dans le désert. Le 3e étage, que les sœurs prétendaient réserver à leurs appartements privés, servait en réalité de logement temporaire pour les femmes ayant répondu à leurs annonces d'emploi, mais qui n'avaient pas encore reçu de rôle permanent au sein de l'établissement. Cet étage se révélerait plus tard central pour comprendre comment les sœurs parvenaient à contrôler, puis à éliminer leurs victimes, sans éveiller immédiatement les soupçons des autres résidents ou clientes. La première disparition officiellement documentée survint à la fin du mois d'août 1870, seulement 3 mois après l'arrivée des sœurs Everhart à Silver Creek. Durant la semaine où les températures du désert descendirent enfin en dessous de 32 degrés, pour la première fois depuis le début du mois de juin, Maria Fernandez, une jeune fille de 19 ans, issue d'une famille mexicano-américaine modeste de Carson City, vint travailler au Golden Rose, après avoir répondu à une annonce recherchant de jeunes femmes de bonne moralité pour un service domestique dans un établissement respectable, offrant un salaire régulier, un logement confortable et des perspectives d'avancement. Le voyage de Maria jusqu'à Silver Creek était motivé par des circonstances familiales désespérées, qui se révéleraient par la suite typiques des victimes privilégiées par les sœurs. Son père, Diego Fernandez, travaillait comme journalier lorsque des emplois de construction étaient disponibles. Mais le travail régulier restait rare sur le marché concurrentiel de Carson City, où les préjugés anti-mexicains empêchaient souvent les travailleurs hispaniques d'obtenir des postes stables. Sa mère, Elena, souffrait d'une toux persistante qui s'était aggravée tout au long de l'été, nécessitant des médicaments coûteux que la famille pouvait à peine se permettre, même lorsque Diego trouvait du travail. Les 4 frères et sœurs plus jeunes de Maria, 3 garçons âgés de 8, 12 et 14 ans, et une sœur de 10 ans, dépendaient des revenus que Maria pouvait apporter pour assurer la survie du foyer. L'annonce qui attira Maria était parue dans le Carson City Daily Appeal le 20 juillet 1870, placée en bonne position sur la 2e page parmi diverses offres d'emploi. Le texte, soigneusement rédigé par Margot Everhart, spécialiste de la création de messages de recrutement attrayants, promettait un emploi stable à de jeunes femmes travailleuses et de bonne moralité,
service domestique dans une pension respectable située dans une communauté minière prospère. Logement, repas et salaires compétitifs fournis. Excellente opportunité pour des employés fiables à la recherche de stabilité et de progression personnelle. Références exigées. Candidatures écrites à adresser à Mademoiselle M. Everhart, Silver Creek, territoire du Nevada. La lettre de candidature de Maria, retrouvée plus tard parmi les effets des sœurs lors de l'enquête, révélait à la fois sa détresse et ses véritables compétences pour le travail domestique. Rédigée en espagnol soigné, accompagnée d'une traduction anglaise fournie par le père Miguel Santos, le prêtre local qui aidait les familles immigrées dans leur correspondance, la lettre décrivait son expérience dans la gestion du foyer familial, sa capacité à cuisiner des plats mexicains traditionnels, comme des repas américains, ses compétences dans nettoyage et autres tâches domestiques, ainsi que son désir sincère de travailler dur afin d'envoyer de l'argent à sa mère malade et à ses jeunes frères et sœurs. La réponse de Margot, datée du 1er août 1870, illustrait parfaitement la manipulation méthodique employée par les sœurs pour attirer et contrôler leurs victimes. La lettre se disait satisfaite des qualifications de Maria et l'invitait à commencer immédiatement, expliquant qu'une chambre confortable avait été préparée pour elle au 3e étage et qu'elle pouvait espérer gagner 4 $ par semaine, en plus du logement et des repas, un salaire exceptionnellement généreux comparé aux rares opportunités offertes aux jeunes femmes mexicano-américaines à Carson City, où les employés domestiques gagnaient généralement moins de 2 $ par semaine dans des conditions bien moins confortables. La lettre contenait également des instructions détaillées pour rejoindre Silver Creek, assurait Maria qu'elle serait accueillie au magasin général de Heinrich Müller à son arrivée et insistait sur la respectabilité de l'établissement ainsi que sur la sécurité dont elle bénéficierait en tant qu'employée d'une entreprise aussi bien considérée. Plus important encore, la lettre demandait des informations détaillées sur la situation familiale de Maria, notamment leurs conditions financières, les perspectives d'emploi de son père, l'état de santé des membres de la famille, et si quelqu'un à Carson City s'attendait à recevoir régulièrement de ses nouvelles. Les lettres que Maria envoya à sa famille durant son 1er mois au Golden Rose révélaient à la fois sa satisfaction initiale et les premiers signes subtils de la manipulation qui scelleraient finalement son destin. Sa première lettre, datée du 15 août 1870, exprimait sa gratitude pour la chambre propre et confortable qui lui avait été attribuée au 3e étage, et louait la gentillesse des 4 sœurs Everhart, qu'elle décrivait comme des dames raffinées, traitant leurs employés avec une considération et un respect rarement accordés aux jeunes femmes mexicaines dans d'autres établissements. Elle mentionnait que ces tâches consistaient à nettoyer, cuisiner et servir les repas aux clientes de la pension, un travail qu'elle jugeait approprié et peu éprouvant comparé au labeur pénible qu'elle avait redouté. Cependant, ces lettres suivantes contenaient des indices de confusion et de malaise qui se révéleraient plus tard essentiels aux enquêteurs cherchant à reconstituer les méthodes des sœurs. Maria écrivait qu'Adelaide lui avait posé de nombreuses questions sur la situation de sa famille, y compris leurs finances, les perspectives d'emploi de son père, l'état de santé de sa mère et la fréquence à laquelle sa famille attendait de ses nouvelles. Bien qu'Adelaide prétendît que ces informations étaient nécessaires pour les dossiers de l'employé et pour assurer son bien-être, cet interrogatoire semblait inhabituellement approfondi et personnel pour un simple poste de service domestique. Plus inquiétante encore, la 3e lettre de Maria, datée du 2 septembre 1870, décrivait des restrictions croissantes sur ses déplacements et sa correspondance, de plus en plus étranges pour une employée en règle. Elle expliquait que Wilhelmina lui avait demandé de limiter ses lettres à une tous les 15 jours, affirmant que l'écriture fréquente nuisait à ses tâches et engendrait des frais postaux inutiles. Maria mentionnait également avoir été déplacée de sa chambre confortable du 3e étage vers une petite pièce sans fenêtre au sous-sol, prétendument pour faire de la place à une nouvelle cliente, bien qu'elle n'ait constaté l'arrivée d'aucune pensionnaire supplémentaire. De manière plus sinistre encore, la dernière lettre de Maria, datée du 12 septembre 1870, évoquait d'étranges bruits nocturnes provenant d'autres parties du sous-sol, des sons qu'Adelaide attribuait à des rats ou au travail du bois, lorsque Maria s'en inquiétait. Elle écrivait aussi avoir rencontré 2 autres jeunes femmes, présentées comme des employées, mais à qui il lui avait été interdit de parler directement, sous prétexte qu'elles suivaient une formation pour des tâches spécialisées, nécessitant une concentration totale et un isolement absolu. Les lettres de Maria
cessèrent brutalement après le 12 septembre. Un silence qui, dans un premier temps, n'inquiéta guère sa famille, laquelle supposa qu'elle était simplement très occupée par ses nouvelles responsabilités et qu'elle suivait les consignes des sœurs visant à limiter la correspondance. Les sœurs avaient instauré un schéma consistant à isoler progressivement leurs victimes de tout contact familial avant de mettre en œuvre leurs plans finaux, en utilisant des explications apparemment raisonnables pour justifier la réduction des communications tout en recueillant les informations nécessaires pour fabriquer des récits crédibles de départ soudain. Lorsque le père inquiet de Maria, Diego Fernandez, entreprit le voyage difficile et coûteux jusqu'à Silver Creek au début du mois d'octobre, un trajet de 3 jours en chariot sur des routes montagneuses accidentées qui consomma la majeure partie de ses maigres économies, il trouva les 4 sœurs Everhart, compatissantes, mais peu coopératives. Greta, s'exprimant par l'intermédiaire de Heinrich Müller, qui faisait office de traducteur, expliqua que Maria était partie soudainement la semaine précédente, affirmant avoir reçu une offre exceptionnelle à San Francisco, où une famille fortunée lui proposait un poste de femme de chambre personnelle pour un salaire de $8 par semaine, une somme presque inimaginable. Greta produisit une note rédigée à la hâte, prétendument de la main de Maria, remerciant les sœurs pour leur bonté, mais expliquant son départ précipité afin de saisir cette opportunité inattendue. La note, écrite en anglais avec plusieurs expressions espagnoles insérées, semblait correspondre au style d'écriture de Maria à première vue, bien que Diego remarquât de subtiles différences qui le mirent mal à l'aise. Le papier semblait avoir été artificiellement vieilli à l'aide de taches de café et d'exposition à la chaleur, et l'encre différait de celle utilisée dans les lettres précédentes envoyées par Maria à sa famille. Lorsque Diego demanda davantage de détails sur le départ de sa fille, le récit des sœurs comportait de nombreuses incohérences, devenant de plus en plus évidentes au fil de son interrogatoire. Elles affirmèrent que Maria était partie avant l'aube pour éviter la chaleur du désert, tout en soutenant qu'elle avait emballé toutes ses affaires et reçu son dernier salaire, des actions qui auraient nécessité un temps considérable et généré suffisamment de bruit pour réveiller les autres résidents dans les espaces exigus du bâtiment. Margot affirma avoir personnellement fait ses adieux à Maria et lui avoir souhaité bonne chance dans son nouveau poste, mais elle fut incapable de fournir des détails précis sur la famille qui l'aurait prétendument embauchée ou sur les circonstances exactes de leur offre. La deuxième disparition suivit un schéma troublant et presque identique, qui serait plus tard reconnu comme une preuve de l'approche systématique des sœurs dans la sélection et l'élimination de leurs victimes. En novembre 1870, Charlotte Weber, une immigrée allemande de 22 ans qui travaillait comme couturière à Virginia City, arriva au Golden Rose à la recherche d'un emploi après avoir répondu à une autre annonce soigneusement rédigée, parue dans des journaux de langue allemande à travers le Nevada et la Californie. Le parcours de Charlotte illustrait parfaitement les circonstances de vulnérabilité qui faisaient de certaines femmes des cibles idéales pour l'opération des sœurs. Elle était arrivée en Amérique 18 mois plus tôt, dans le cadre d'un important groupe d'immigrants allemands en quête d'opportunités dans l'Ouest américain, mais son voyage avait été marqué par la tragédie et l'isolement. Ses parents et son jeune frère étaient morts durant la traversée de l'Atlantique, victimes de l'épidémie de choléra qui ravagea les compartiments surpeuplés de 3e classe du navire. Charlotte se retrouva ainsi seule dans un pays étranger, parlant peu l'anglais et ne connaissant personne. Son talent exceptionnel pour l'aiguille et le fil lui permit de trouver du travail à Virginia City, où elle se spécialisa dans la confection et la réparation des robes élaborées, prisées par les épouses de mineurs prospères et d'hommes d'affaires. Cependant, le ralentissement économique qui débuta à la fin de l'année 1870 réduisit la demande de produits de luxe, et Charlotte se retrouva en concurrence avec plusieurs autres couturières pour un nombre de clientes de plus en plus limité. L'annonce proposant un emploi domestique au Golden Rose parut à un moment où Charlotte faisait face à une expulsion imminente de sa petite chambre, située au-dessus d'un magasin de mercerie, et avait désespérément besoin d'un emploi stable pour éviter la misère totale. Tout au long des années 1871 et 1872, un schéma inquiétant se dessina, qui horrifierait plus tard les enquêteurs lorsqu'ils parvinrent enfin à reconstituer la méthode des sœurs. De jeunes femmes continuèrent d'arriver au Golden Rose en nombre croissant, attirées par des annonces promettant un emploi respectable et des salaires équitables, publiées dans des journaux du Nevada, de Californie,
du Colorado, de l'Utah et d'autres territoires de l'Ouest où les difficultés économiques créaient des populations de femmes vulnérables en quête de stabilité financière. Les 4 sœurs avaient mis en place un système de recrutement d'une sophistication exceptionnelle, exploitant la détresse des femmes de la frontière américaine tout en minimisant les risques de détection grâce à une sélection rigoureuse des victimes et à l'élimination méthodique des témoins potentiels. Chacune des sœurs se spécialisait dans un aspect précis de l'opération. Greta supervisait la stratégie globale et la corruption des responsables locaux. Wilhelmina gérait les registres financiers et l'écoulement des biens volés. Margot contrôlait le recrutement et la correspondance avec les victimes potentielles, et Adelaide dirigeait les aspects physiques de l'emprisonnement et du meurtre. Leurs annonces paraissaient dans des journaux de tous les territoires de l'Ouest, promettant systématiquement des opportunités à de jeunes femmes travailleuses et de bonne moralité, dans un langage soigneusement conçu pour séduire celles qui recherchaient un emploi respectable, tout en restant suffisamment vague pour éviter des engagements précis susceptibles de créer des obligations légales ou d'attirer l'attention des autorités. Les sœurs entretenaient des boîtes postales distinctes à Carson City, Virginia City, Sacramento, Denver et Salt Lake City, afin de donner l'impression d'une organisation plus vaste et mieux établie, disposant de connexions dans toute la région. La correspondance de Margot avec les recrues potentielles révélait une sophistication psychologique qui rendait leur entreprise criminelle particulièrement dévastatrice. Ces lettres mettaient en avant la respectabilité de l'établissement, la sécurité et le confort des logements, les possibilités d'avancement pour les femmes fiables, ainsi que la compréhension qu'avaient les sœurs des défis propres aux femmes tentant de se frayer un chemin dans l'environnement difficile de la frontière américaine. Elle avait développé différentes approches de recrutement selon les profils. Appel à l'obligation familiale pour les femmes soutenant des proches, promesses d'éducation et de raffinement pour celles en quête d'ascension sociale, et offres de protection et de sécurité pour celles fuyant des situations difficiles. De manière plus sinistre encore, la correspondance initiale de Margot exigeait des informations détaillées sur la situation familiale de chaque candidate, ses conditions financières, ses relations locales, ses compétences linguistiques, son savoir-faire et son niveau d'éducation. Des informations qui s'avéreraient cruciales pour déterminer qui pouvait disparaître sans provoquer d'attention indésirable de la part des familles ou des forces de l'ordre. Les femmes disposant de familles nombreuses, d'un emploi stable, de solides attaches communautaires ou de liens avec des personnes influentes recevaient rarement une réponse. En revanche, celles dont le parcours révélait isolement, désespoir ou vulnérabilité étaient invitées avec empressement à commencer immédiatement. La méthode des sœurs devint de plus en plus élaborée au fil du temps, à mesure qu'elles apprenaient de chaque crime réussi et identifiaient des moyens de réduire les risques tout en maximisant les profits de leur entreprise criminelle en expansion. Les nouvelles arrivantes étaient d'abord traitées avec une gentillesse apparente, installées dans des chambres confortables au 3e étage et affectées à des tâches légères au sein de la pension, adaptées à un service domestique ordinaire. Cette période de satisfaction apparente servait plusieurs objectifs. Elle permettait aux sœurs d'évaluer la valeur potentielle de chaque femme, tant comme employée temporaire que comme future victime, tout en établissant un historique de contentement pouvant être cité dans de fausses lettres d'adieu. Durant cette phase d'évaluation, qui durait généralement entre 2 et 8 semaines selon divers facteurs, notamment les liens familiaux de la victime et la capacité des sœurs à gérer plusieurs opérations simultanées, les sœurs recueillaient des informations approfondies sur le passé de chaque femme, ses relations familiales, son style d'écriture, ses habitudes personnelles, ses peurs, ses rêves et ses ressources financières. Elles encourageaient leurs nouvelles employées à partager des récits de leur passé, leurs espoirs pour l'avenir et leurs inquiétudes présentes, se présentant comme des auditrices compatissantes, comprenant les difficultés auxquelles étaient confrontées les jeunes femmes de la frontière. Ces informations serviraient ensuite à élaborer des explications crédibles pour des départs soudains et à falsifier des messages d'adieu convaincants destinés à apaiser les inquiétudes des familles, sans déclencher d'enquête. Les sœurs tenaient des profils psychologiques détaillés de chaque victime dans les registres méticuleusement organisés de Wilhelmina, comprenant des échantillons d'écriture, des préférences lexicales, des préoccupations personnelles, des relations familiales et d'autres détails, leur permettant de produire des communications d'apparence authentique
longtemps après l'assassinat des victimes. L'aspect le plus glaçant de l'entreprise des sœurs résidait dans leur patience et leur approche méthodique à chaque phase de leur crime. Elles agissaient rarement dès l'arrivée d'une femme, préférant attendre des semaines, voire des mois, avant de mettre leurs plans finaux à exécution. Ce délai remplissait plusieurs fonctions essentielles. Laisser retomber les inquiétudes initiales des familles grâce à une correspondance régulière, donnant l'illusion du contentement, créer l'impression d'un emploi stable rendant les départs soudains plus crédibles, permettre aux sœurs de comprendre pleinement la personnalité et la situation de chaque victime, et coordonner plusieurs opérations simultanées sans dépasser leur capacité de contrôle ni risquer d'être découvertes. En 1873, le Golden Rose était devenu l'établissement féminin le plus respecté de Silver Creek, jouissant d'une réputation d'hébergement sûr et confortable et d'opportunités d'emploi pour des femmes venues de l'ensemble des territoires de l'Ouest. Les habitants s'étaient habitués au flux constant de jeunes femmes arrivant pour travailler, ainsi qu'au départ tout aussi régulier d'employés qui, prétendument, quittaient la ville pour de meilleures opportunités ailleurs. La migration permanente vers l'Ouest à cette époque rendait ces explications parfaitement plausibles, les jeunes femmes changeant fréquemment de ville ou de territoire à la recherche de conditions plus favorables ou pour rejoindre des proches déplacés pour le travail ou la santé. Le shérif Caleb Harrison, lorsqu'il était occasionnellement sollicité au sujet de signalements de disparition par des familles inquiètes, faisait preuve d'un désintérêt remarquable pour toute enquête concernant les absences qui semblèrent se concentrer autour du Golden Rose. Des années plus tard, les enquêteurs découvrirent que Harrison était un client régulier de l'établissement de l'étage supérieur du Golden Rose et qu'il recevait fréquemment des cadeaux des sœurs Everhart, notamment des paiements en espèces largement supérieurs à son modeste salaire, des whiskies et des cigares coûteux qu'il n'aurait jamais pu s'offrir avec ses revenus officiels, ainsi que d'autres avantages garantissant sa coopération pour écarter les inquiétudes liées aux femmes disparues. La volonté de Harrison de qualifier ces disparitions de simples conséquences naturelles de la mobilité frontalière fut essentielle à la poursuite des activités des sœurs. Lorsque des proches, comme Diego Fernandez, tentèrent de déposer des plaintes officielles ou de demander des enquêtes, Harrison expliquait que les jeunes femmes quittaient fréquemment les villes minières pour de meilleures opportunités, en particulier les immigrés, qui se déplacèrent souvent entre communautés au gré du travail saisonnier ou des obligations familiales. Ces rapports officiels, lorsqu'ils prenaient la peine d'en rédiger, concluaient invariablement que les femmes disparues étaient parties volontairement pour des raisons personnelles et qu'aucune activité criminelle n'était suspectée. Les sœurs avaient également cultivé des relations avec d'autres figures clés de la structure de pouvoir de Silver Creek, s'assurant que toute menace potentielle à leurs opérations soit neutralisée avant de devenir un problème sérieux. Heinrich Müller, le propriétaire du magasin général qui contrôlait une grande partie de l'activité commerciale et des réseaux de communication informels de la ville, recevait régulièrement des commandes de marchandises importées coûteuses que les sœurs achetaient pour les opérations du Golden Rose. Ces transactions, qui générèrent des profits substantiels pour l'entreprise de Müller, lui donnaient un intérêt financier évident à soutenir la réputation des sœurs en tant que femmes d'affaires prospères, plutôt qu'à examiner les incohérences de leurs récits concernant les employés prétendument partis volontairement. Le docteur Elias Hoffman, unique médecin de Silver Creek, développa quant à lui une relation particulièrement troublante avec les 4 sœurs Everhart, relation qui attirerait plus tard l'attention soutenue des enquêteurs. Hoffman, un homme d'âge mûr dont la licence médicale avait été révoquée en Pennsylvanie dans des circonstances mystérieuses impliquant la mort suspecte de plusieurs patientes, était arrivé à Silver Creek peu après les sœurs et était rapidement devenu l'un de leurs associés les plus fiables. Ses problèmes professionnels passés, incluant des accusations d'avortements illégaux, de fourniture de stupéfiants sans nécessité médicale légitime et d'expérimentation médicale non autorisée sur des patientes vulnérables, le rendaient particulièrement vulnérable au chantage et désireux de conserver sa position d'unique autorité médicale de la ville. En 1874, les sœurs Everhart avaient perfectionné leur entreprise criminelle, au point qu'elle pouvait être décrite comme une véritable industrie du meurtre, fonctionnant avec l'efficacité d'une société légitime, tout en générant d'énormes profits, grâce à l'assassinat systématique de femmes vulnérables. Leur succès reposait sur leur capacité à maintenir plusieurs réputations distinctes au sein de la communauté de Silver Creek. Les sœurs continuaient d'être perçues comme des femmes d'affaires respectables et des membres précieux de la communauté.
tandis que leur gestion rigoureuse de l'information et la corruption méthodique des responsables locaux garantissaient que toute question dérangeante concernant leurs activités soit systématiquement écartée ou étouffée. Les sœurs avaient également mis en place un vaste réseau de complices et de partenaires commerciaux, dont la plupart ignoraient cependant l'ampleur réelle de leurs crimes. Tom Brennan, ancien détenu employé comme homme à tout faire et ouvrier polyvalent, exécutait diverses tâches au Golden Rose, nécessitant une discrétion inhabituelle et une grande force physique. Brennan, un homme massif au passé violent, ayant purgé une peine dans une prison territoriale pour agression et vol, posait peu de questions sur les travaux étranges que les sœurs lui confiaient, lesquels comprenaient le creusement de ce qu'elles présentaient comme de nouvelles latrines, des caves de stockage et des systèmes de drainage, toujours effectués de nuit, lorsque les autres habitants étaient peu susceptibles d'observer ces activités. Samuel Garrett, conducteur de chariot transportant des marchandises entre Silver Creek et les grandes villes de la région, avait développé une activité parallèle lucrative consistant à écouler des objets que les sœurs prétendaient être des surplus ou des biens laissés par d'anciennes employées. Ces itinéraires réguliers lui permettèrent de vendre ses articles sur des marchés éloignés où leur provenance ne serait pas remise en question, et sa discrétion était assurée par des paiements généreux venant compléter ses revenus légitimes. Il ne s'interrogeait jamais sur les grandes quantités de vêtements féminins, de bijoux et d'effets personnels que les sœurs lui confiaient, ni sur leur insistance à mener ces transactions dans le plus grand secret. À cette période, la sélection des victimes par les sœurs était devenue de plus en plus calculée et sophistiquée. Elles ciblaient des femmes répondant à des critères précis, conçus pour minimiser les risques de découverte, tout en maximisant les profits de chaque crime. Peu de liens familiaux, permettant une disparition sans alerte immédiate. Des ressources financières limitées, rendant les recherches improbables. Une faible maîtrise de l'anglais ou un niveau d'éducation restreint, favorisant une confiance accrue envers les figures d'autorité. Des parcours de vie les rendant peu susceptibles d'être rapidement recherchés par les forces de l'ordre. Et des situations personnelles permettant de présenter leur disparition comme plausible à quiconque s'en enquêterait. Les femmes immigrées mexicaines et chinoises se révélèrent des cibles particulièrement vulnérables, car les préjugés raciaux de l'époque faisaient que leur disparition suscitait peu d'intérêt de la part des autorités locales, qui considéraient ces femmes comme transitoires et facilement remplaçables. Les sœurs visaient également des femmes fuyant des relations abusives, celles ayant un passé criminel les rendant réticentes à contacter la police, ainsi que des personnes dont les familles vivaient loin, là où la communication était difficile et coûteuse. À mesure que l'opération des sœurs prenait de l'ampleur, des lettres de famille cherchant des informations sur des femmes disparues arrivèrent de plus en plus fréquemment au Golden Rose. Toutefois, les sœurs avaient mis au point un système de réponse exhaustif qui détournait systématiquement les soupçons tout en préservant leur réputation de serviabilité et de sollicitude. Elles conservaient des échantillons d'écriture d'anciennes employées, leur permettant de falsifier des lettres d'adieu crédibles lorsque nécessaire, et avaient élaboré des récits détaillés concernant des opportunités fictives ou des relations imaginaires censées avoir poussé leurs victimes à quitter Silver Creek. La tenue des registres de Wilhelmina avait évolué vers un système comptable d'une sophistication glaçante, traitant des vies humaines comme des actifs commerciaux et retraçant chaque aspect de l'entreprise criminelle. Ces livres consignaient la date d'arrivée de chaque victime, les informations personnelles recueillies durant la période d'évaluation, la valeur estimée de leurs biens, la méthode et la date de leur assassinat, ainsi que les profits générés par la vente de leurs effets personnels. Ces registres incluaient également des notes détaillées sur les réactions des familles au signalement de disparition, permettant aux sœurs de surveiller les conséquences de chaque crime et d'intervenir si leurs explications ne suffisaient pas à apaiser les proches. Les preuves matérielles de leurs crimes s'accumulaient dans le sous-sol profondément modifié du bâtiment, que les sœurs avaient progressivement agrandi grâce aux excavations nocturnes et aux travaux de construction réalisés par Tom Brennan. Ce qui n'était au départ qu'un simple espace de stockage s'était transformé en un réseau complexe de chambres souterraines s'étendant bien au-delà des fondations d'origine, passant sous la ruelle adjacente et se connectant à des cavités naturelles dans le substrat rocheux de la région. Les sœurs prétendaient que ces extensions étaient nécessaires pour stocker des fournitures et répondre à la croissance de la pension, mais la configuration souterraine suggérait des objectifs bien plus sinistres. Le sous-sol avait été divisé en plusieurs zones spécialisées,
chacune remplissant une fonction précise dans l'entreprise criminelle des sœurs. La zone principale contenait des pièces de stockage pour les biens des victimes, triés et catalogués comme des marchandises dans un entrepôt, les objets de valeur étant mis de côté pour la revente et les souvenirs personnels conservés comme trophées. Des chambres adjacentes étaient équipées de lourdes chaînes et de dispositifs de contention, de matériaux d'insonorisation et de systèmes de drainage facilitant l'emprisonnement et le meurtre des victimes, sans alerter les autres occupants du bâtiment. Durant cette période, les sœurs commencèrent également à diversifier leurs activités criminelles au-delà du simple meurtre à des fins lucratives. Elles mirent en place des systèmes de chantage élaborés visant les clients influents de leur maison close, utilisant l'intelligence de Greta et l'attention méticuleuse de l'ensemble des sœurs pour recueillir des informations compromettantes sur des responsables territoriaux, des propriétaires de mines, des dirigeants ferroviaires et d'autres hommes puissants qui ne pouvaient se permettre un scandale public. La beauté d'Adelaide et son apparente innocence la rendaient particulièrement efficace pour soutirer des secrets à des clients qui sous-estimaient son intelligence et son ambition. Cette activité de chantage fournissait aux sœurs à la fois des revenus supplémentaires et une protection essentielle contre l'examen des forces de l'ordre. L'attitude désinvolte du shérif Harrison face au signalement de disparition devint plus compréhensible lorsque les enquêteurs découvrirent plus tard que les sœurs détenaient des dossiers détaillés sur ses dettes de jeu, ses problèmes d'alcool, ses relations inappropriées avec plusieurs femmes locales et ses visites régulières dans les chambres de l'étage supérieur de leur établissement. Des moyens de pression similaires existaient sur d'autres responsables qui auraient autrement pu être enclins à enquêter sur le nombre croissant de disparitions associées au Golden Rose. Les sœurs avaient également établi des liens avec des réseaux criminels dans d'autres territoires, leur permettant d'étendre leurs activités au-delà de Silver Creek, tout en conservant l'apparence d'une simple pension avec restaurant. Elles entretenaient une correspondance avec des contacts à San Francisco, Denver, Salt Lake City et dans d'autres villes de l'Ouest, qui les aidaient à écouler des biens volés, à fournir de faux documents pour divers stratagèmes frauduleux et à recruter d'autres victimes, ensuite attirées à Silver Creek sous de faux prétextes. L'entreprise soigneusement construite des sœurs commença à montrer des signes de fragilité au début de l'année 1876, lorsqu'elles commirent une erreur critique qui conduirait finalement à leur chute. Cette erreur prit la forme de Rose McGillicuddy, une immigrée irlandaise vive et déterminée de 26 ans. Arrivée à Silver Creek à la recherche d'un emploi après avoir perdu son poste de gouvernante à Sacramento, lorsque la famille qui l'employait rencontra des difficultés financières durant la dépression économique touchant une grande partie de l'industrie minière californienne. Rose possédait des qualités qui la distinguaient nettement des victimes habituelles des sœurs et qui auraient dû l'exclure selon leurs critères de sélection habituels. Elle était lettrée, assertive, bien instruite et entretenait une correspondance régulière avec une vaste famille établie à Boston, qui aurait immédiatement remarqué l'arrêt de ses lettres. Son éducation, bien que non formelle, était suffisamment solide pour lui permettre de travailler comme gouvernante auprès de familles aisées. Sa confiance dans ses relations avec les figures d'autorité rendait Rose peu susceptible d'accepter des restrictions ou des explications qui auraient paru suspectes à quelqu'un possédant moins d'expérience dans la gestion de situations sociales complexes. Plus important encore, Rose provenait d'un milieu stable et bénéficiait de solides attaches familiales, ce qui aurait dû rendre sa disparition immédiatement perceptible par des personnes disposant des ressources et de la détermination nécessaires pour exiger des enquêtes approfondies. Son père, Patrick McGillicuddy, travaillait comme contremaître dans une usine textile de Boston et gagnait suffisamment pour subvenir aux besoins de sa nombreuse famille, tout en maintenant des contacts réguliers avec des proches disséminés dans l'Ouest américain. Sa mère, Bridget, appartenait à une famille liée au milieu politique irlandais de Boston, des relations susceptibles d'exercer des pressions sur les forces de l'ordre territoriales et fédérales si Rose venait à disparaître dans des circonstances suspectes. Rose avait répondu à l'une des annonces des sœurs parues dans le Sacramento Daily Union le 15 janvier 1876, à une période où ses perspectives professionnelles semblaient particulièrement sombres, en raison des difficultés économiques touchant de nombreuses familles aisées de l'Ouest. L'annonce, rédigée par Margot avec son langage de recrutement le plus élaboré, promettait des opportunités exceptionnelles à de jeunes femmes instruites, capables d'assurer la gestion domestique, la garde des enfants
et l'instruction sociale dans un établissement frontalier raffiné servant une clientèle exigeante. Sa lettre de candidature, retrouvée plus tard lors de l'enquête, révélait en détail ses qualifications et sa situation familiale. Des éléments qui auraient dû dissuader les sœurs de la sélectionner comme victime potentielle. Rose y décrivait son expérience comme gouvernante auprès de 3 familles différentes en Californie, sa capacité à enseigner la lecture, l'écriture, l'arithmétique et les bonnes manières, sa maîtrise des responsabilités liées à la gestion d'un foyer, lui permettant de superviser d'autres employés domestiques, ainsi que sa parfaite aisance en anglais et en gaélique, qui la rendait précieuse auprès de familles immigrées. Plus significatif encore, elle mentionnait sa grande famille installée à Boston, sa correspondance régulière avec des proches à travers tout le pays et son intention de retourner un jour à l'Est lorsqu'elle aurait économisé suffisamment d'argent pour s'établir à son compte ou se marier de manière respectable. Cependant, l'entreprise criminelle des sœurs était devenue si prospère et lucrative qu'elles semblèrent céder à un excès de confiance, convaincues de pouvoir éliminer toute femme susceptible de menacer leurs opérations, quels que soient ses antécédents ou ses relations. Le flot constant de victimes pendant près de 6 ans avait créé un sentiment d'invulnérabilité qui les poussa à prendre des risques qu'elles auraient évités durant leurs premières années d'activité, plus prudentes. La réponse de Margot à la candidature de Rose, datée du 1er février 1876, l'invitait avec empressement à commencer immédiatement pour un salaire de 6 $ par semaine, logement et repas compris. Une rémunération suffisamment généreuse pour dissiper les hésitations initiales de Rose à l'idée de se rendre dans un lieu aussi isolé afin de travailler pour des employeurs qu'elle n'avait jamais rencontrés. La lettre soulignait l'appréciation des sœurs pour les femmes instruites, capables de servir de modèle aux autres employés et de contribuer à la réputation de respectabilité et de raffinement de l'établissement. Quelques jours seulement après l'arrivée de Rose au Golden Rose, à la mi-février 1876, elle commença à remarquer des éléments troublants que les victimes précédentes avaient soit ignorés, soit été incapables de dénoncer en raison de leur plus grande vulnérabilité. Son éducation et son assurance lui permettèrent d'observer des détails que des femmes moins averties auraient écartés, et ses liens familiaux lui donnaient à la fois la motivation et la capacité de consigner ses inquiétudes de manière à pouvoir, le moment venu, alerter les autorités. La configuration du bâtiment comprenait plusieurs pièces et zones qui semblaient en permanence verrouillées ou interdites, malgré les affirmations des sœurs selon lesquelles elles servaient au stockage de fournitures, d'équipements saisonniers ou à l'hébergement de clients spéciaux nécessitant de la discrétion. Lorsque Rose proposa d'aider au nettoyage ou à l'organisation de ces espaces, faisant preuve de l'initiative qui avait fait d'elle une gouvernante appréciée, les 4 sœurs se montrèrent évasives et insistèrent sur le fait que ces pièces contenaient des effets personnels ou des documents professionnels sensibles, ne nécessitant aucune intervention des employés. Des bruits étranges provenaient du sous-sol durant la nuit. Non pas les craquements habituels d'un vieux bâtiment en bois, mais des déplacements délibérés, des voix étouffées, et ce qui ressemblait à des travaux de construction ou d'excavation. Ces sons débutèrent généralement bien après minuit et se poursuivaient jusqu'à l'aube, suggérant des activités que les sœurs préféraient mener lorsque les autres occupants étaient peu susceptibles d'être éveillés ou attentifs. Lorsque Rose évoqua ces perturbations lors de conversations informelles, Adelaide devint visiblement nerveuse et attribua les bruits à des rats, à des animaux du désert ou au système de chauffage du bâtiment, des explications peu crédibles pour quelqu'un doté de l'intelligence et de l'expérience de Rose. Plus inquiétant encore, Rose découvrit des effets personnels dissimulés dans divers recoins du bâtiment, appartenant manifestement à d'autres femmes qui étaient censées avoir quitté la ville pour de meilleures opportunités ailleurs. Il ne s'agissait pas d'objets oubliés à la hâte, comme on pourrait s'y attendre lors d'un départ précipité, mais de biens précieux et d'objets chargés de valeurs sentimentales qu'aucune femme n'aurait abandonnés volontairement, des bijoux à forte signification familiale, des objets religieux tels que des crucifix et des livres de prière portant des inscriptions personnelles, des outils professionnels comme du matériel de couture et des instruments médicaux, des photographies de proches et des lettres de famille révélant des relations et des situations intimes. Dans une lettre adressée à sa sœur Margaret, datée du 10 mars 1876 et retrouvée plus tard par les enquêteurs, Rose décrivait ses inquiétudes croissantes avec une précision d'observation qui se révélerait déterminante pour mettre au jour les crimes des sœurs.
Les 4 sœurs Everhart maintiennent une façade impressionnante de respectabilité et de réussite commerciale. Mais quelque chose cloche profondément dans cet endroit. J'ai trouvé des vêtements et des effets personnels de femmes dissimulés dans des placards et des espaces de rangement à travers tout le bâtiment, en quantité bien supérieure à ce que pourraient expliquer les quelques départs dont j'ai été témoin depuis mon arrivée. Les sœurs prétendent que ces biens ont été laissés par d'anciennes employées, parties soudainement pour diverses opportunités, mais la quantité et la nature de ces objets suggèrent une réalité bien plus inquiétante. Rose poursuivait. Le plus troublant est une collection de bijoux, de photographies familiales et de souvenirs personnels qu'aucune femme n'abandonnerait volontairement, notamment un médaillon en argent contenant des photos d'enfants, des ciseaux de couture à manches en ivoire sculptés représentant un investissement considérable pour toute couturière, un livre de prières allemand portant le nom d'une femme, inscrit à l'intérieur de la couverture, ainsi que des lettres de famille exprimant leur inquiétude de ne plus recevoir de nouvelles de leur fille ou de leur sœur. J'ai recensé des effets appartenant à au moins 20 femmes différentes, alors qu'on ne m'a parlé que de 3 départs depuis mon arrivée ici. Plus préjudiciable encore pour l'entreprise des sœurs, Rose possédait l'instruction et l'assurance nécessaires pour poser des questions directes sur les incohérences qu'elle observait. Des questions que les victimes précédentes avaient été trop intimidées ou trop isolées pour approfondir efficacement. Lorsque Greta affirma qu'une ancienne employée nommée Sarah Jenkins était partie soudainement pour Denver, afin d'épouser un riche marchand rencontré par correspondance, Rose souligna que la plus belle robe de Sarah était toujours suspendue dans sa chambre, que ses économies de toute une vie restaient cachées sous son matelas et que son bien le plus précieux, une croix en or ayant appartenu à sa mère défunte, était encore accrochée à un clou près de son lit. Sarah s'était confiée à Rose sur ses économies durant leur brève connaissance, expliquant qu'elle comptait utiliser cet argent pour faire venir sa sœur cadette depuis le Missouri, une fois installée dans un emploi stable. Elle avait également parlé de la croix en or avec une profonde émotion, racontant que sa mère la lui avait donnée sur son lit de mort, en lui faisant promettre de ne jamais s'en séparer. L'idée que Sarah puisse abandonner à la fois ses économies soigneusement amassées et son héritage familial le plus précieux paraissait inconcevable à quiconque l'avait connue personnellement. L'explication de Greta, selon laquelle Sarah aurait été si exaltée par cette soudaine opportunité amoureuse qu'elle aurait oublié ses biens les plus précieux dans sa hâte de commencer une nouvelle vie, sembla à Rose non seulement invraisemblable, mais délibérément trompeuse. Cette version supposait qu'une femme prudente et méthodique comme Sarah aurait abandonné des mois d'économie et son héritage familial le plus cher par simple excitation romantique. Un scénario en totale contradiction avec tout ce que Rose avait observé de sa personnalité et de ses priorités. Les soupçons de Rose s'intensifièrent encore lorsqu'elle découvrit que les visites nocturnes du docteur Hoffman au bâtiment étaient bien plus fréquentes que ce qui aurait été nécessaire pour soigner des maux occasionnels parmi les résidentes ou assurer des soins médicaux de routine pour les différentes activités de l'établissement. Grâce à une observation attentive, depuis sa chambre du 3e étage, qui offrait une vue dégagée sur l'entrée latérale du bâtiment et les environs, Rose documenta un schéma de visite survenant environ 3 fois par semaine, toujours entre minuit et l'aube. À chaque occasion, le docteur arrivait avec sa sacoche médicale et du matériel supplémentaire, se dirigeant systématiquement vers l'entrée du sous-sol plutôt que vers les chambres des étages supérieurs. Lorsque Rose interrogea Wilhelmina à propos de ses visites, invoquant une inquiétude sincère pour d'éventuels employés gravement malades et proposant son aide pour les soins infirmiers, forte de son expérience auprès d'enfants malades durant son travail de gouvernante, la sœur se montra visiblement agitée et fournit des explications contradictoires, révélant la difficulté croissante des sœurs à maintenir leur récit trompeur. Dans un premier temps, Wilhelmina affirma que le docteur traitait une femme atteinte de phtisie, nécessitant un isolement au sous-sol, afin d'éviter la propagation de la maladie aux autres résidentes. Lorsque Rose proposa de l'aider à soigner la patiente, expliquant qu'elle n'avait pas peur des maladies contagieuses, Wilhelmina changea rapidement de version, affirmant que la femme était complètement rétablie et avait été envoyée dans un sanatorium du Colorado pour y recevoir des soins spécialisés. Plus tard, dans la même semaine, lorsque Rose fit remarquer qu'elle n'avait observé aucune chambre de malade au sous-sol lors de ses explorations diurnes, Wilhelmina avança une nouvelle explication. Le docteur Hoffman soignait des femmes du quartier des maisons closes de la ville, nécessitant des soins médicaux discrets
pour des affections délicates qui auraient été compromises par la publicité ou toute association avec un établissement respectable. Cette justification paraissait plus plausible compte tenu des réalités de la médecine frontalière et des mœurs de l'époque. Cependant, Rose remarqua qu'elle n'avait jamais vu de femme entrer ou sortir du bâtiment lors des visites nocturnes du médecin. Le point de rupture survint lorsque la curiosité de Rose et ses soupçons grandissants la poussèrent à tenter une exploration plus approfondie du sous-sol, aux premières heures du matin du 18 mars 1876. Elle attendit que le bâtiment soit plongé dans le silence et fut convaincue que les sœurs s'étaient retirées dans leurs appartements privés avant d'essayer d'accéder au niveau inférieur par une porte qu'elle avait vue le docteur Hoffman utiliser lors de ses visites. Cette porte, située derrière l'escalier principal et partiellement dissimulée par des meubles et des fournitures entreposées, semblait mener à une autre section du sous-sol que celle qu'elle avait explorée auparavant dans le cadre de ses tâches habituelles. Ce qu'elle découvrit derrière cette porte aurait scellé son sort immédiatement, si elle n'avait pas eu la présence d'esprit de se retirer rapidement et de commencer à planifier sa fuite de Silver Creek avant que les sœurs ne prennent conscience de l'étendue de ce qu'elle avait appris. Derrière la porte dissimulée se trouvait un étroit escalier menant à un niveau inférieur, largement creusé au-delà des fondations d'origine du bâtiment. Le sous-sol avait été divisé en plusieurs petites chambres, chacune équipée de lourdes chaînes fixées au mur, d'anneaux de fer scellés dans le sol en pierre et de systèmes de drainage suggérant des usages bien plus sinistres que le simple stockage ou l'hébergement. Une odeur de mort et de décomposition imprégnait l'espace souterrain, malgré des tentatives manifestes pour masquer les effluves à l'aide de chaux, de soude et d'autres produits chimiques appliqués en quantité révélant des efforts systématiques de dissimulation sur de longues périodes. L'air était épais et oppressant, rendant la respiration difficile et créant une atmosphère d'horreur que Rose décrirait plus tard comme sans équivalent dans tout ce qu'elle avait jamais connu. Dans la plus vaste des chambres, Rose découvrit des preuves matérielles ne laissant aucun doute sur la véritable nature des activités des sœurs. Une immense collection de vêtements, de chaussures, de bijoux et d'effets personnels féminins, triés et organisés comme des marchandises de valeur prêtes à être vendues. Ces objets représentaient des dizaines de femmes différentes, bien plus que ce que pourrait expliquer la rotation normale du personnel dans la pension la plus fréquentée et pourtant légitime. Les plus terrifiants étaient les souvenirs personnels et les photographies de famille qu'aucune femme n'aurait volontairement abandonnées. Des preuves de vie brutalement interrompues au nom du profit et de la cupidité. Rose découvrit également des livres de contes détaillés révélant le caractère systématique de l'opération des sœurs et l'ampleur stupéfiante de leurs crimes sur près de 6 années d'activité ininterrompue. Rédigés de la main soigneuse de Wilhelmina, ces registres consignaient la date d'arrivée de chaque victime, les informations personnelles recueillies durant la période d'évaluation, la valeur estimée de leurs biens et la date de leur assassinat. Les livres traitaient des vies humaines comme de simples transactions commerciales, enregistrant les profits issus de la vente des biens des victimes, les dépenses liées à la disparition des corps et les coûts permanents de l'opération, notamment les pots de vin versés aux responsables locaux et les paiements effectués à des complices dans toute la région. Les éléments les plus glaçants concernaient les notes détaillées sur les réactions des familles au signalement de disparition, montrant que les sœurs surveillaient attentivement les conséquences de chaque disparition, afin d'évaluer si leurs explications avaient été acceptées ou si des mesures supplémentaires s'imposaient pour empêcher toute enquête. Les registres indiquaient qu'elles avaient réussi à convaincre la plupart des familles que leurs filles ou sœurs étaient reparties volontairement pour de meilleures opportunités, mais mentionnaient également des cas où des proches insistants avaient nécessité des actions additionnelles, allant de pots de vin à des autorités locales, à des tromperies plus élaborées, voire, dans plusieurs cas, à des menaces directes envers des membres de la famille devenus trop persistants. La découverte de Rose incluait également des preuves de l'expansion du réseau criminel des sœurs, bien au-delà de Silver Creek, impliquant des complices dans de nombreux États et territoires. Les registres contenaient une correspondance avec des individus à San Francisco, Denver, Salt Lake City, Portland et dans d'autres villes de l'Ouest qui aidaient à écouler les biens volés, à fournir de faux documents pour diverses fraudes ou à élaborer des histoires de couverture crédibles pour les activités des sœurs. Ce réseau leur permettait d'opérer avec un degré de sophistication qui aurait été impossible pour 4 femmes isolées dans une ville minière reculée. Les documents révélaient également que les sœurs avaient progressivement étendu leur projet,
avec l'intention d'établir des opérations similaires dans d'autres villes minières de la région. Elles utilisaient la richesse accumulée pour acheter des propriétés et établir des relations commerciales dans des communautés où elles pourraient reproduire leur succès de Silver Creek, tout en maintenant leur activité actuelle comme source de revenus continus et terrain d'entraînement pour perfectionner leur méthode. La lettre de Rose à sa sœur Margaret, datée du 19 mars 1876 et envoyée depuis Carson City plutôt que Silver Creek, fournit le premier témoignage détaillé de ce qu'elle avait découvert dans les chambres du sous-sol. « J'ai découvert quelque chose de si horrible que je n'ose pas en consigner tous les détails par écrit, de peur que cette lettre ne soit interceptée avant de t'atteindre en toute sécurité. Le sous-sol de cet établissement contient des chambres qui ne servent aucun objectif légitime. Et j'ai vu des preuves que les explications des 4 sœurs concernant les employés partis sont des tromperies élaborées destinées à dissimuler des meurtres systématiques à une échelle qui dépasse l'entendement. Elle poursuivait, l'ampleur de leurs crimes dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer, impliquant des dizaines de femmes sur plusieurs années et un réseau de complices s'étendant à travers de nombreux territoires. J'ai vu des registres détaillés traitant des vies humaines comme de simples transactions commerciales, consignant chaque meurtre avec la même précision que celle appliquée par des entreprises légitimes à leurs activités. Je pars immédiatement et fournirai tous les détails aux autorités territoriales dès que j'aurai atteint un lieu sûr. Mais je crains que de nombreuses autres femmes ne meurent si des mesures immédiates ne sont pas prises pour arrêter ces monstres. L'évasion de Rose hors de Silver Creek exigea une planification minutieuse et un courage considérable, car elle comprenait qu'un départ évident alerterait les sœurs sur ce qu'elles savaient et la mettrait en danger immédiat. Elle savait que son éducation et ses liens familiaux, qui auraient dû la protéger, faisaient aussi d'elle une menace sérieuse pour l'entreprise criminelle si les sœurs soupçonnaient qu'elle avait découvert leurs secrets. Sa capacité à communiquer efficacement avec les autorités et les ressources de sa famille rendait son élimination prioritaire si sa découverte venait à être connue, plutôt que de tenter une fuite immédiate, ce qui aurait éveillé les soupçons et poussé les sœurs à agir sans délai contre elle. Rose décida de créer une explication plausible à son départ, lui permettant de s'échapper tout en minimisant toute suspicion quant à ses véritables intentions. Elle affirma avoir appris par l'intermédiaire du magasin général de Heinrich Müller que sa grand-mère âgée à Boston était gravement malade et nécessitait son retour immédiat pour aider à gérer les affaires familiales et prodiguer des soins infirmiers. Pour appuyer cette version, Rose demanda à Müller d'envoyer un télégramme à sa famille afin de solliciter une confirmation de l'état de santé de sa grand-mère. Un message qui servait en réalité à alerter ses proches de la situation dangereuse dans laquelle elle se trouvait, tout en fournissant une couverture crédible à son départ. Elle fabriqua également de faux éléments pour étayer son histoire, notamment un télégramme qu'elle prétendit avoir reçu de sa famille, mais qu'elle avait en réalité rédigé elle-même, utilisant sa connaissance des habitudes de communication et des circonstances familiales. Ce télégramme, qu'elle montra aux 4 sœurs pour expliquer son départ soudain, demandait son retour immédiat à Boston, afin de s'occuper de sa grand-mère et de régler des affaires familiales urgentes, nécessitant sa présence personnelle. La prestation de Rose fut suffisamment convaincante pour que les sœurs semblent accepter son explication, bien que leur réaction différât sensiblement de celle qu'elles adoptaient habituellement lorsque d'autres employés annonçaient leur départ pour des raisons personnelles. Au lieu de la sympathie et de la sollicitude qu'elles manifestèrent d'ordinaire, les 4 sœurs parurent nerveuses et méfiantes, posant des questions détaillées sur l'état de santé de la grand-mère de Rose, la situation financière de sa famille, ses projets de retour éventuels à Silver Creek une fois ses obligations familiales réglées, ainsi que sur les informations qu'elle pourrait partager avec d'autres au sujet de son expérience au Golden Rose. Plus révélateur encore, elles insistèrent pour examiner les affaires personnelles de Rose avant son départ, prétendant vouloir s'assurer qu'elle n'avait pas emporté par erreur des biens appartenant au Golden Rose ou à d'autres employés. Cette fouille, menée sous couvert de prévenance et de souci pour la propriété de l'établissement, constituait clairement une tentative de déterminer si Rose avait découvert quoi que ce soit susceptible de compromettre leurs opérations. Elles accordèrent une attention particulière à ses papiers personnels, notamment sa correspondance, les éventuelles notes qu'elle aurait pu prendre durant son séjour et son argent de voyage, cherchant des preuves qu'elle avait observées ou consigné des activités suspectes. L'évasion de Rose McGillicuddy et son témoignage ultérieur auprès des autorités territoriales à Carson City déclenchèrent l'enquête
qui allait enfin révéler l'ampleur totale des crimes des sœurs Everhart. Son récit détaillé, étayé par des preuves matérielles qu'elle avait réussi à faire sortir clandestinement du Golden Rose, dissimulé parmi ses effets personnels, convainquit le marshal territorial James Hartwell d'organiser l'enquête criminelle la plus vaste de l'histoire du territoire du Nevada. Hartwell, ancien colonel de l'armée de l'Union ayant servi avec distinction durant la guerre de sécession avant d'accepter sa nomination territoriale, possédait à la fois l'expérience et l'autorité nécessaires pour mener une enquête approfondie, malgré la résistance potentielle de responsables locaux compromis par les opérations des sœurs. Le témoignage de Rose, consigné dans des dépositions détaillées qui devinrent plus tard des éléments centraux du procès des sœurs, offrit aux enquêteurs leur première compréhension globale de la nature systématique des meurtres et de l'organisation criminelle sophistiquée qui avait opéré sans être détectée pendant près de 6 ans. Elle décrivit les chambres du sous-sol qu'elle avait découvertes, les livres de comptes consignant chaque victime avec une précision quasi commerciale, le réseau de complices permettant aux sœurs d'opérer à travers plusieurs territoires, ainsi que les méthodes utilisées pour sélectionner des femmes vulnérables susceptibles de disparaître sans provoquer d'enquêtes immédiates. Plus encore, son témoignage permit aux enquêteurs de comprendre comment les sœurs avaient pu maintenir leurs activités pendant tant d'années sans être inquiétées. Malgré les avertissements répétés de familles inquiètes et le schéma manifestement suspect de disparitions associées à leur établissement, les observations de Rose concernant la corruption des responsables locaux, l'exploitation des préjugés sociaux rendant certaines disparitions moins visibles, et les méthodes sophistiquées employées pour fabriquer des explications crédibles à des départs soudains fournirent une véritable feuille de route pour comprendre comment de tels crimes avaient pu se produire au sein de communautés supposément civilisées. L'enquête débuta officiellement le 15 avril 1876, lorsque le marshal Hartwell arriva à Silver Creek accompagné d'une équipe de 12 adjoints, de 2 juges territoriaux autorisés à délivrer des mandats et à mener des audiences préliminaires, de 3 médecins qualifiés pour effectuer des examens médico-légaux de restes humains, ainsi que d'un sténographe judiciaire chargé de consigner l'ensemble des procédures. La taille et la composition de l'équipe reflétaient à la fois la gravité des accusations et la résistance anticipée de responsables locaux susceptibles de tenter d'entraver l'enquête afin de protéger leurs propres intérêts. À l'arrivée des enquêteurs, les 4 sœurs tentèrent de maintenir leur façade de coopération innocente, mais leur comportement nerveux et leurs tentatives évidentes d'empêcher l'accès à certaines zones du bâtiment éveillèrent immédiatement les soupçons des hommes de loi expérimentés. Greta, dont l'intelligence et le sang-froid avaient été essentiels au succès de l'opération, parut inhabituellement déstabilisée lorsqu'on lui présenta le mandat de perquisition exhaustif, posant des questions répétées sur sa portée et tentant de négocier des limitations quant aux zones pouvant être examinées et aux documents susceptibles d'être saisis. La réaction de Wilhelmina fut encore plus révélatrice. Elle tenta de dissimuler ou de détruire des registres commerciaux avant que les enquêteurs ne puissent les examiner, affirmant que ces documents contenaient des informations financières sensibles relatives à leurs activités légitimes et devaient être protégés de tout examen public. Sa panique évidente lorsque les enquêteurs exigèrent l'accès à l'ensemble des registres et de la correspondance montrait qu'elle comprenait parfaitement le caractère incriminant des documents qui allaient être découverts. Margot et Adelaide tentèrent de conserver leur charme habituel et leur apparente innocence, mais leur bavardage nerveux et leurs déclarations contradictoires concernant la configuration du bâtiment, le nombre de femmes employées et l'usage de certaines pièces suscitèrent rapidement la méfiance des enquêteurs, formés à reconnaître les comportements trompeurs. Le sous-sol révéla l'horreur véritable de l'entreprise des sœurs d'une manière qui dépassa même les descriptions détaillées de Rose McGillicuddy. Ce que les Everhart avaient présenté comme des zones de stockage et des pièces supplémentaires pour accueillir des clientes se révéla être un vaste complexe de chambres conçu pour l'emprisonnement, la torture et le meurtre systématique. La zone principale du sous-sol avait été divisée en de nombreuses petites pièces par des murs de pierre et de lourdes portes en bois munies de verrous ne pouvant être actionnées que de l'extérieur, créant de véritables cellules souterraines. Chaque chambre contenait des preuves de sa fonction sinistre, de lourdes chaînes et entraves fixées aux murs et au sol, des systèmes de drainage installés pour faciliter l'évacuation du sang et d'autres fluides corporels, des matériaux d'insonorisation, notamment des tapis épais et des parois capitonnées,
destinées à empêcher que les cris ne soient entendus par les résidents des étages supérieurs, ainsi que des conduits de ventilation délibérément obstrués afin de créer des conditions d'asphyxie accélérant la mort des victimes. L'odeur de la mort imprégnait l'espace souterrain, malgré des tentatives évidentes de masquer les effluves à l'aide de chaux, de soude et d'autres produits chimiques appliqués en quantité, suggérant des efforts prolongés et méthodiques de dissimulation. Les enquêteurs, malgré leur expérience militaire et policière face à des crimes violents, trouvèrent l'atmosphère si oppressante qu'ils durent travailler par rotation courte et prodiguer des soins médicaux à plusieurs membres de l'équipe tombés physiquement malades lors des premières inspections. Dans les chambres les plus profondes, accessibles uniquement par des passages dissimulés derrière de fausses parois, les enquêteurs découvrirent les preuves matérielles définitives scellant le sort des sœurs. Une immense collection d'effets personnels appartenant aux victimes, soigneusement catalogués et entreposés comme des marchandises de valeur en attente de revente. Ces objets remplissaient plusieurs pièces et représentaient les vestiges de près d'une centaine de vies brutalement interrompues par la cupidité et la cruauté systématique des sœurs. La collection comprenait des bijoux allant de simples alliances à des colliers élaborés, suggérant que certaines victimes provenaient de familles aisées, des vêtements triés par taille et par qualité, en vue d'une revente potentielle, avec des notes précises sur leur valeur marchande, des outils professionnels tels que du matériel de couture, des instruments médicaux et des supports pédagogiques révélant la diversité des parcours des victimes. Elle incluait également des objets religieux, crucifix, livres de prière, objets rituels juifs et chapelets musulmans, démontrant l'ampleur des groupes ciblés. Et plus déchirants encore, des souvenirs personnels tels que des photographies de famille, des lettres de proches, des dessins d'enfants et des objets précieux représentant des liens affectifs définitivement brisés. Des preuves encore plus accablantes émergèrent des propres registres des sœurs, démontrant la précision quasi-industrielle avec laquelle elles avaient abordé le meurtre de masse pendant près de 6 années d'activité continue. Les livres de comptes de Wilhelmina, découverts dissimulés en plusieurs endroits du complexe souterrain, révélèrent l'ampleur totale de l'opération et fournirent aux enquêteurs une documentation détaillée de 97 meurtres distincts. Ces registres consignaient chaque victime avec le même souci du détail que celui appliqué par des entreprises légitimes à leurs transactions commerciales. Les entrées incluaient le nom de chaque femme, son âge, des informations sur son parcours, la date de son arrivée au Golden Rose, la valeur estimée de ses biens, des notes détaillées sur ses liens familiaux et la probabilité qu'elle soit recherchée en cas de disparition, la méthode et la date de son assassinat, ainsi que des relevés exhaustifs des profits générés par la vente de ses effets personnels via le réseau de complices des sœurs. Le système comptable révélait également leur méthode de sélection des victimes, avec des notes précises sur la situation familiale, les ressources financières, les compétences linguistiques, le niveau d'éducation et la probabilité qu'une disparition passe inaperçue. Les registres montraient une préférence nette pour les immigrés ayant une maîtrise limitée de l'anglais, les femmes issues de milieux pauvres dépourvues de moyens pour financer des recherches prolongées, les personnes aux liens familiaux éloignés ou compliqués par la distance géographique, ainsi que celles dont les circonstances personnelles rendaient un départ soudain crédible. Les notes les plus glaçantes concernaient les méthodes de meurtre employées, affinées au fil du temps, afin de maximiser l'efficacité, tout en minimisant les risques de détection. Les registres décrivaient des expérimentations avec différents poisons obtenus par l'intermédiaire des relations médicales du Dr Hoffman, des techniques de contention destinées à empêcher toute résistance ou bruit, ainsi que des méthodes d'élimination des corps conçues pour empêcher toute identification en cas de découverte fortuite des restes. Le caractère systématique de ces entrées suggérait que les sœurs considérèrent le meurtre comme un problème technique à résoudre par une recherche minutieuse, des expérimentations et une amélioration continue de leurs méthodes. Elles avaient mis au point une approche quasi-industrielle de la mise à mort, comparable à une chaîne de production, chaque sœur se spécialisant dans une étape différente du processus afin de maximiser l'efficacité et de réduire le temps nécessaire pour éliminer chaque victime. L'enquête révéla également l'existence d'un vaste réseau de complices s'étendant bien au-delà de Silver Creek et impliquant des individus répartis dans plusieurs États et territoires. Des correspondances retrouvées parmi leurs effets
démontraient des liens avec des rustlers spécialisés dans l'écoulement des bijoux et objets de valeur des victimes sur des marchés éloignés, des faussaires chargés de fournir de faux documents pour divers stratagèmes frauduleux, des responsables corrompus dans d'autres villes facilitant le recrutement des sœurs, en recommandant Silver Creek comme destination pour des femmes en quête d'emploi, ainsi que d'autres organisations criminelles opérant des systèmes similaires dans différentes régions. Le rôle du docteur Elias Hoffman se révéla encore plus troublant que ce que les enquêteurs avaient initialement soupçonné. Son expertise médicale avait été déterminante dans l'élaboration de méthodes de mise à mort qui ne seraient pas immédiatement identifiées comme des homicides si des corps venaient à être découverts. Il avait également pratiqué des interventions chirurgicales rudimentaires visant à supprimer des éléments d'identification des victimes, rendant leur reconnaissance difficile en cas de découverte accidentelle des restes. Les journaux personnels retrouvés lors de la perquisition de son domicile contenaient des notes détaillées sur les effets physiologiques de divers poisons, des méthodes mécaniques de mise à mort minimisant les signes visibles de violence et des techniques destinées à accélérer la décomposition des corps. L'enquête établit également que les excavations nocturnes de Tom Brennan ne se limitaient pas à l'agrandissement du sous-sol pour le stockage, comme les sœurs l'avaient affirmé aux habitants. Il avait creusé un vaste réseau de sites d'inhumation dans le désert entourant Silver Creek, où les sœurs se débarrassèrent des corps après avoir tiré le maximum de profit de leur meurtre. Ces sites funéraires, identifiés grâce aux informations figurant dans les registres des sœurs et les journaux de Hoffman, se trouvaient dans des zones reculées, où les conditions désertiques accéléreraient la décomposition et réduiraient les risques de découverte fortuite. L'ampleur des preuves matérielles submergea l'équipe d'enquête territoriale, nécessitant le renfort de personnel supplémentaire et de ressources accrues, afin de documenter et d'analyser correctement les éléments récupérés au Golden Rose et sur les sites d'inhumation associés. L'enquête dura près de 4 mois et mobilisa des dizaines de personnes, dont des forces de l'ordre, des médecins légistes, des officiers de justice et des spécialistes des techniques médico-légales, afin de constituer un dossier suffisamment solide pour garantir la condamnation et l'exécution des sœurs. Le procès de Greta, Wilhelmina, Margot et Adelaide Everhart débuta le 20 septembre 1876 devant le tribunal territorial de Carson City, sous la présidence du juge William Harrison, un magistrat éminent spécialement désigné pour traiter cette affaire en raison de sa complexité sans précédent et de son importance nationale. Les audiences attirèrent une attention internationale. Des journaux des États-Unis et d'Europe couvrirent l'affaire, tant la nature systématique des crimes et le nombre de victimes en faisaient l'un des dossiers criminels les plus choquants de l'histoire mondiale. Des reporters de grands journaux de San Francisco, Denver, Chicago, New York, Londres et Paris établirent des bureaux temporaires à Carson City pour assurer une couverture quotidienne de ce que l'on appelait désormais le massacre de Silver Creek, la maison de l'horreur des sœurs Everhart, et l'entreprise de meurtre la plus systématique de l'histoire américaine. La salle d'audience, habituellement suffisante pour les litiges miniers et les affaires pénales mineures, se révéla totalement inadéquate face à l'afflux de spectateurs, de journalistes, de familles de victimes et de curieux venus de tout l'Ouest et au-delà pour assister au procès. Le juge Harrison fut contraint de transférer les audiences dans le plus grand lieu disponible de Carson City, le nouvel opéra territorial, où des installations temporaires permirent d'accueillir près de 800 observateurs tout en garantissant la sécurité et le décorum requis pour une procédure criminelle de cette gravité. L'accusation, dirigée par le procureur général territorial Samuel Morrison, avec l'appui de procureurs fédéraux spécialement affectés à l'affaire, dut relever un défi inédit: présenter les preuves de 97 meurtres distincts tout en conservant l'attention du jury et en démontrant clairement le caractère systématique des crimes. Morrison, avocat formé à Harvard, ancien procureur militaire durant la guerre de sécession et habitué des affaires criminelles médiatisées, organisa les preuves de manière chronologique afin de montrer l'évolution de l'opération des sœurs, passée de crimes opportunistes à l'entreprise de meurtre la plus sophistiquée de l'histoire criminelle américaine. Les preuves contre les sœurs se révélèrent écrasantes, tant par leur quantité que par leur qualité, constituant un dossier que des juristes qualifieraient plus tard de poursuite pour meurtre de masse, la mieux documentée du XIXe siècle. Le témoignage de Rose McGillicuddy fournit des récits oculaires essentiels sur le comportement suspect des sœurs, les chambres du sous-sol révélant leurs crimes
et les méthodes systématiques utilisées pour sélectionner et éliminer leurs victimes. Ces observations détaillées, étayées par des preuves matérielles qu'elle avait réussi à sortir clandestinement du Golden Rose, jetèrent les bases de la compréhension de la manière dont les sœurs avaient opéré en toute impunité pendant près de 6 ans. Les preuves physiques récupérées dans les chambres du sous-sol comprenaient des objets appartenant à chacune des 97 victimes documentées, formant une exposition saisissante occupant plusieurs pièces de l'opéra et offrant une démonstration tangible de l'ampleur des crimes. Les livres de comptes tenus par Wilhelmina apportèrent un éclairage inédit sur l'approche commerciale du meurtre de masse adopté par les sœurs, avec des registres détaillés permettant aux procureurs d'établir des chronologies précises, les méthodes employées et les profits tirés de chaque homicide. Le docteur Hoffman, arrêté aux côtés des sœurs et initialement inculpé comme complice de meurtre, accepta de témoigner contre elles en échange d'une peine de réclusion à perpétuité plutôt que la peine de mort. Son témoignage livra des détails atroces sur les méthodes de mise à mort, les procédures visant à empêcher l'identification des corps, le réseau de complices ayant permis aux sœurs d'opérer à travers plusieurs territoires sans être inquiétées, ainsi que le perfectionnement méthodique de leur technique sur près de 6 années d'activité continue. Son expertise médicale rendit ses déclarations particulièrement accablantes, car il put expliquer avec précision clinique comment les méthodes avaient été affinées pour maximiser l'efficacité tout en minimisant les indices susceptibles de conduire à leur découverte. Ses journaux personnels, versés au dossier comme pièces à conviction, contenaient des notes détaillées sur des expériences menées avec différents poisons, des observations sur l'efficacité de méthodes mécaniques de mise à mort, des recommandations pour l'élimination des corps afin d'empêcher toute identification, et même des suggestions visant à étendre leurs activités à d'autres territoires. Le témoignage des familles apporta l'impact émotionnel nécessaire pour que le jury comprenne pleinement le coût humain des crimes et les ravages causés dans les communautés de tout l'Ouest américain. Diego Fernandez, dont la fille Maria figurait parmi les premières victimes documentées, livra un témoignage déchirant sur la recherche désespérée de réponses menée par sa famille et l'espoir illusoire entretenu par les explications mensongères des sœurs. Son récit de son voyage de Carson City à Silver Creek, pour être finalement éconduit par des responsables locaux corrompus, mit en lumière la corruption systémique ayant permis à l'entreprise criminelle des sœurs de prospérer si longtemps. Anna Weber, qui avait mené sa propre enquête sur la disparition de sa sœur Charlotte, témoigna des incohérences flagrantes dans les récits des sœurs et des mensonges évidents destinés à expliquer la prétendue fugue de Charlotte avec un fiancé imaginaire. Son approche méthodique, fondée sur des interrogations précises des habitants de Silver Creek, démontra l'absence totale de preuves étayant les affirmations des sœurs et mit en évidence la sophistication de leurs pratiques trompeuses, ainsi que leur capacité à maintenir des récits crédibles, même soumis à un examen rigoureux. Margaret McGillicuddy, la sœur de Rose, qui avait reçu les lettres décrivant les soupçons croissants concernant le Golden Rose, témoigna à son tour et contribua à établir la chronologie des événements ayant conduit à l'ouverture de l'enquête. Sa décision de contacter les autorités territoriales, après avoir reçu la dernière lettre de Rose depuis Carson City, fut déterminante pour déclencher l'enquête qui mit au jour les crimes des sœurs et empêcha de nouveaux meurtres. Des dizaines d'autres membres de famille livrèrent des témoignages similaires, produisant un effet cumulatif puissant qui démontrait l'ampleur des crimes des sœurs et la dévastation qu'elles avaient infligée aux familles et aux communautés de tout l'Ouest américain. Beaucoup de ces témoins avaient parcouru de très longues distances, à grands frais personnels, pour obtenir justice pour leurs filles, sœurs, épouses et mères disparues. Leur présence rappelait avec force le coût humain de la cupidité et de la cruauté systématique des sœurs. L'avocat de la défense des sœurs, Jeremiah Collins, avait été désigné par le tribunal territorial en raison de la complexité de l'affaire et de l'incapacité financière des accusés à engager un avocat privé. Collins, juriste compétent ayant déjà défendu plusieurs affaires capitales et servi comme avocat militaire durant la guerre de sécession, se trouva confronté à une tâche impossible: défendre des clientes dont la culpabilité était établie par des preuves matérielles écrasantes, des archives écrites détaillant leurs crimes et les témoignages de dizaines de témoins. Collins tenta de plaider que les femmes avaient été poussées à des actes désespérés par la dureté de la vie sur la frontière
et par la nécessité de se protéger d'hommes dangereux, susceptibles de menacer leur sécurité ou leurs moyens de subsistance. Il suggéra que leurs crimes avaient commencé comme des actes de légitime défense avant de dégénérer sous l'effet de la peur d'être découverte et de la corruption morale engendrée par les profits faciles tirés de leurs premières victimes. Cet argument suscita peu de compassion chez les jurés, qui avaient entendu des témoignages détaillés sur la nature méthodique et financièrement motivée des meurtres sur près de 6 années d'activité continue. La défense tenta également d'affirmer que les sœurs cadettes avaient été dominées par Greta et n'avaient participé au crime que sous la contrainte, soutenant que l'intelligence supérieure et la personnalité autoritaire de l'aînée avaient forcé ses sœurs à devenir des complices involontaires. Toutefois, les preuves de l'accusation démontrèrent que les 4 sœurs avaient été des actrices à part entière dans la planification et l'exécution des meurtres, chacune laissant sa propre écriture dans les registres comptables et des témoignages établissant leur implication individuelle dans la sélection, la manipulation et l'assassinat des victimes. Au cours du procès, les enquêteurs présentèrent des preuves montrant que les sœurs avaient accumulé une richesse considérable grâce à leurs crimes, notamment près de 50 000 $ en liquidités, des pièces d'or, des bijoux valant encore des dizaines de milliers de dollars, ainsi que de nombreux objets personnels volés à leurs victimes. Cette fortune avait été soigneusement dissimulée dans divers endroits autour de Silver Creek, dans des comptes bancaires ouverts sous de faux noms à Carson City, Sacramento, Denver et dans d'autres villes, ainsi que dans des investissements immobiliers réalisés à l'aide d'identités usurpées et de documents falsifiés. Les éléments financiers révélèrent que les sœurs projetaient d'abandonner un jour leurs activités à Silver Creek pour se réinstaller ailleurs sous de nouvelles identités, utilisant leurs richesses accumulées pour acheter respectabilité et statut social dans des lieux où leur passé criminel serait inconnu. Leur planification à long terme montrait qu'elles considérèrent le meurtre comme un moyen temporaire d'atteindre une sécurité financière et sociale permanente. Les témoignages les plus marquants vinrent de responsables territoriaux ayant enquêté sur des disparitions similaires dans d'autres villes minières du Nevada, de Californie, du Colorado, de l'Utah et d'autres territoires de l'Ouest. Leurs recherches mirent en évidence un schéma de femmes disparues correspondant au déplacement connu des sœurs avant leur arrivée à Silver Creek, suggérant que leurs activités criminelles avaient pu commencer plusieurs années plus tôt et impliquer des victimes supplémentaires dont la mort n'avait jamais été correctement investiguée. Ils identifièrent au moins 43 cas supplémentaires de femmes disparues dans des communautés où les sœurs avaient séjourné durant les périodes concernées. Bien que les preuves ne permettent pas d'engager des poursuites pour ces crimes antérieurs, ces témoignages suggéraient que le nombre réel de victimes aurait pu dépasser 140 femmes, sur une période de 8 à 9 ans. Le 15 novembre 1876, après moins de 2 heures de délibération, le jury rendit des verdicts de culpabilité contre les 4 sœurs pour de multiples chefs de meurtre au premier degré. La rapidité de la décision reflétait le caractère accablant des preuves et la conviction unanime que les accusés méritèrent la peine maximale prévue par la loi territoriale. Le juge territorial William Harrison condamna les 4 femmes à la peine de mort par pendaison, faisant d'elles les premières accusées multiples de sexe féminin à recevoir la peine capitale dans le territoire du Nevada et donnant lieu à l'une des plus grandes exécutions collectives de l'histoire criminelle américaine. Dans ses propos au moment de la sentence, le juge exprima à la fois le choc de la communauté et la portée morale de l'affaire. Vos crimes ne représentent pas seulement la prise de vies humaines à des fins personnelles, mais la trahison la plus systématique et la plus calculée de la confiance et de la décence humaine jamais documentée dans l'histoire criminelle américaine. Il poursuivit en soulignant qu'elles avaient exploité les membres les plus vulnérables de la société, de jeunes femmes cherchant un emploi honnête et une vie meilleure, et causé une souffrance incommensurable à leur famille et à leur communauté, tout en sapant la confiance fondamentale nécessaire à toute société civilisée. Les exécutions eurent lieu le 10 janvier 1877, devant près de 5000 spectateurs venus de tout le pays et de plusieurs nations étrangères, pour assister à la fin du règne de terreur des sœurs Everhart. Les potences, spécialement construites sur la place du palais de justice de Carson City, nécessitèrent d'importantes mesures de sécurité en raison de la taille de la foule et de l'intensité émotionnelle suscitée par l'affaire. Les journaux de l'époque décrivirent en détail les derniers instants des sœurs, révélant autant la fascination du public pour leurs crimes que les mentalités du XIXe siècle à l'égard des criminels. Greta reconnut brièvement leurs crimes,
tout en affirmant qu'elles avaient été poussées par des circonstances hostiles et le manque d'opportunités pour les femmes respectables. Wilhelmina demeura silencieuse, priant discrètement et tenant un petit médaillon religieux. Margot tenta de conserver son charme jusqu'au bout, remerciant la foule et espérant que leur histoire servirait d'avertissement. Adelaide, la plus jeune, s'effondra en larmes, implorant la clémence et affirmant avoir été contrainte par ses sœurs aînées. La pendaison simultanée de 4 femmes constitua un événement sans précédent dans l'histoire du territoire du Nevada, suscitant chez la foule un mélange de satisfaction, d'horreur et de fascination. L'affaire entraîna par la suite des réformes majeures dans les pratiques de maintien de l'ordre à travers le Nevada et l'Ouest américain. Enquêtes approfondies sur la corruption, nouvelles procédures pour les signalements de personnes disparues, protection accrue des populations vulnérables et réglementation renforcée des pensions, hôtels et établissements accueillant des populations itinérantes. Le bâtiment du Golden Rose fut démoli quelques jours après les exécutions et le site demeura vacant pendant des décennies. Silver Creek entra rapidement en déclin à la fin des années 1870 et en 1885, la ville était en grande partie abandonnée. Aujourd'hui, seules quelques pierres de fondation et la végétation du désert marquent l'emplacement de ce qui fut l'une des entreprises de meurtre les plus systématiques de l'Ouest américain. Cette histoire rappelle que les criminels les plus terrifiants ne sont pas des monstres surnaturels, mais des individus ordinaires capables de décisions calculées et d'un mal extrême lorsqu'ils exploitent la vulnérabilité, la corruption et les failles institutionnelles. Elle souligne l'importance cruciale de protéger les plus fragiles et de maintenir une vigilance constante envers ceux qui détiennent pouvoir et confiance au sein de la société.